Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir où vous êtes. Nous sommes ici à Batak, le village du plus haut du groupement Babantou. Il est sous-entendu le village le plus prospère du groupement Babantou. Il a son propre sein, son propre communauté de développement nommé Covidéba, avec pour explication communauté villageoise de Batak. C'est quoi Covidéba? Et plus encore, quelle est la relation étroite entre Covidéba et Codeponto? Les réponses vous seront données dans cet entretien. De l'adduction d'eau à la construction de l'école maternelle moderne de Batak et l'école primaire de Batak, en passant par la construction de la case de santé sous le regard de Covidéba, quel était le secret? La série sur le gâteau serait les partenaires de Covidéba. Qui sont-ils et quelles sont les options? Plus mieux, que sera le village Batak dans les 5 ans à venir? Toutes ces réponses vous seront données par le président actuel de Covidéba. Vous pensez que vous êtes en Ben ou bien au cité? Non, vous êtes juste au Sultri. Un endroit magnifique aux zestes de la nature. Regardez vous-même la beauté. Les chambres simples, les chambres moyennes, les chambres VIP, la salle de conférence, c'est totalement magnifique. Ici, on regarde à perte de vue comme un oiseau libre. Pardon, viens continuer la visite paradisiaque sur place. Il est situé sur la haute montagne de Batak, à 30 minutes de Goudron. Contact 654 55 88 85. Batak Conseil, votre cabinet d'audit et d'expertise spécialisé dans l'étude de la faisabilité. Conseil en gestion d'entreprise, gestion électronique de la documentation, formation continue et spécialisée. Mise en place conception logistique, coaching et assistance en ligne. Batak Conseil, ses particularités, c'est le conseil en douane lui-même, l'accompagnement des usagers lorsqu'ils rencontrent des difficultés au niveau du dédouanement de leurs marchandises. En particularité lorsque le commissaire agréé en douane n'a pas été suffisamment compétent. Il y a la période d'après le dédouanement, lorsque les équipes de la division des enquêtes ou des brigades de contrôle passent en revue la manière dont les opérations en douane se sont déroulées. Et les entreprises encore à ce moment-là ont besoin d'un conseil en douane. Lorsque les entreprises projettent d'importer et qui souhaitent avoir un régime particulier, qui veulent des facilités, qu'ils veulent savoir exactement comment ça va se passer pour pas qu'il y ait de problème, ils viennent voir à nouveau le cabinet Batak Conseil. Nous les accompagnons et nous leur donnons la meilleure assistance que l'on puisse trouver dans notre République. Ils sont numéro 1 dans leur domaine. Même Simancam, Orange Cameroun, Union Européenne, Banque mondiale le font confiance. Les partenaires de Batak Conseil sont nombreux. Les Néo, Maersk, d'Orange, de Palisco. Quand c'est bon, c'est bon. Batak Conseil est situé à Douala Aqua. Descente centenaire. Immeuble à droite avec portail AGS. Premier étage, porte 120. Contact 233 09 06 58. Site web www.batakconseil.com. Email batakconseil@batakconseil.com. Vous pouvez contacter le 6 77 70 95 28. C'est le numéro direct de l'expert en douane en chef, qui est aussi le propriétaire de ce cabinet, M. Tchapachouao, expert douanier à la retraite hors échelle. Le 6 79 77 30 28, celui de M. Noche Bogda, votre serviteur. Fort Consulting en service est une PME spécialisée dans l'installation électrique et maintenance, installation solaire photovoltaïque et maintenance, électroménager, installation, maintenance et réparation, bataillon électricien rapide, service de bricolage, froid et climatisation, commerce général, prestations de services, revêtement intérieur, peinture et papier peint. Fort Consulting en service est situé à Douala, rue du Centenaire avec un détachement à Yaoundé. Contact 656 37 84 18 650 08 54 99. Email elgargaok7@gmail.com. Suivez également Fort Consulting en service sur la page Facebook Fort Consulting en service. Papa, bonsoir. Bonsoir mon fils. Alors, papa, c'est quoi Covidéba? Je
te remercie pour la question. Le Covid-19, c'est, comme tu as essayé de le dire, le comité villageois de développement de Batak. Le Covid-19 est né en 2003, pratiquement fin 2003 et légalisé en début 2004. En fait, le nom Covid-19 est venu d'une rencontre que j'ai eue à Turin. On reviendra dessus avec les partenaires de Covid-19 auxquels vous faites allusion. J'étais allé en vacances à Turin chez mon cousin, Cancab Laurent, qui travaille dans une ONG qui s'appelle Movimento Civilipo e Pace, c'est-à-dire Mouvement Solidarité et Paix. Et j'étais allé saluer ses patrons, le président, le vice-président et les autres collègues. Et pendant que j'étais là-bas, ils se sont mis à discuter d'un projet au Cap-Vert, de financement de projets sociaux au Cap-Vert. Quand ils ont fini, j'ai dit, mais attendez, là, vous parlez des choses qui m'intéressent parce que j'ai aussi des projets. Ils ont demandé si on avait une organisation. On avait effectivement une organisation, mais qui ne s'appelait pas Covid-19. Je leur ai dit que bien sûr qu'on a une organisation. Ça s'appelle comment? C'est comme ça, donc, séance tenante, on a trouvé Comité villageois de développement de Batak. Et c'est quand je suis rentré ici que j'ai expliqué aux membres, certains ont protesté en disant pourquoi villageois. J'ai dit que c'est sorti comme ça et que villageois marquait le caractère rural de l'activité que nous avions à mener, des efforts qu'on avait à faire pour le monde rural, c'est-à-dire pour nos mamans, pour nos papas. Parce qu'on s'était rendu compte que quand on parle même du développement participatif, ce n'est pas des termes, ce ne sont pas des termes creux. On dit chez nous que c'est-à-dire si tu verses l'eau sur quelqu'un, il doit se frotter au moins pour être propre. Et on s'est rendu compte que quand les élites apportent un projet au village, qu'ils ont conçu en ville, qui vient réaliser au village, même s'ils le réalisent entièrement, il y a de fortes chances que la gestion pose problème. Je prends un cas simple. Vous tollez une école ou un bâtiment, puis par hasard, le vent soulève les toitures peut-être, oui. Les toitures, un peu, soulève une ou deux tôles. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Le plus volontaire parmi les villageois vous appelle pour dire que votre histoire là, le vent a soulevé une tôle, donc il faudrait que vous veniez faire. Or, s'il a son argent dedans, s'il a participé au projet, la première chose qu'il va faire, c'est de prendre un caillou ou un morceau de bois, mettre sur cette tôle, avant de vous appeler pour dire vraiment, nous avons fait ce que nous avons pu, ça nous a dépassé. Donc, venez pour en renfort avec les techniciens. C'est ce qui est intéressant. Donc, les projets qu'on conçoit en ville, les réunions de ville et tout, nous avons constaté que ça ne marche pas au village. Le Covid-19 est né comme à l'image de ce qu'on appelait à l'époque le Codeba, c'est-à-dire la réunion des élites de Bagouane. Nous avions dit, bon, comme nous nous retrouvons ici tous les samedis du mois, le troisième samedi du mois, pourquoi ça ne se retrouverait pas le dimanche matin pour traiter de nos problèmes intérieurs? L'idée était venue de feu Mwambe Tchembo, Samuel. On en a discuté et puis on a fait le tour pour convaincre les gens. C'est comme ça que notre association est née. Elle partait de quoi? C'est que le Code de Pointou, vous n'avez pas de relation avec le Code de Pointou. Le Code de Pointou, nous le considérons comme un organe fêtier. C'est-à-dire le Code de Pointou, à notre entendement, ne devrait pas gérer les problèmes dans les sous-comités ou dans les cellules de développement, comme il l'appelle. C'est-à-dire le Code de Pointou devrait se baser sur les présidents des cellules. Oui. Le Code de Pointou doit amener les cellules à s'organiser. Parce que je dis toujours que si chacun balaie sa cour, le village sera propre. C'est le principe de départ. Très bon. Donc nous avons ici, au départ, un sous-comité
un sous-comité qui avait pour président mon grand frère et père Mbou Chavanka David. Bon. Pour des raisons diverses, surtout liées à l'électricité, le sous-comité a pratiquement vu ses activités se dissoudre. Donc, nous avons créé le Covid-Débat pour être le bras séculier du développement de Batak. Votre bras séculier, c'est-à-dire trouver les financements, trouver les partenaires. C'est le rôle du Covid-Débat et notre statut est clair là-dessus, le règlement intérieur. C'est que si tu amènes un projet, il y a un directeur de projet, et celui qui amène le projet, qui le fait valider, qui suit le projet jusqu'au financement du projet. Pertinent. Jusqu'au financement du projet. Parce que justement, on s'est rendu compte que les choses n'allaient pas parce que il n'y avait pas de personnes responsables de la gestion des petits projets qu'on avait. Donc, nous avons, au niveau de l'organisation, le Covid-Débat s'est fait enregistrer et autonome. Et a même une personnalité juridique et une autonomie financière. Et le Covid-Débat joue en même temps le rôle de sous-comité de développement de Batra. Les deux sont maintenant confondus. La priorité étant au Covid-Débat qui a, comme je l'ai dit, une personnalité juridique et une autonomie financière. Oui. Bon. Le Covid-Débat est organisé comment? Il y a bien sûr les organes administratifs, mais ce n'est pas le plus important. Le problème, c'est les commissions. Donc, on a une commission pour les routes. C'est notre principal problème, les routes, qui est dirigée par Titiana de l'ENA de Moster, et une commission pour l'électricité qu'on a créée pour l'électricité, qui est dirigée par M. Youmeni Odette. C'est avec elle qu'on s'est battu pour enfin amener l'électricité 60 combien d'années après l'indépendance à Batak. Et chaque fois qu'il y a un domaine, il y a aussi une commission pour l'eau. C'est même un office de l'eau et de l'électricité qui a donc la commission comme en dessous. Et l'office de l'eau et de l'électricité gère les problèmes liés à l'eau et à l'électricité. Nous sommes en montagne où l'eau est une richesse qu'il faut préserver. On a vu pratiquement l'année dernière quand il y a eu une grosse sécheresse qui a touché les deux sources qui a ravitaillé Batak et les villages voisins. Oui. Ça nous a pratiquement troublés et inquiétés. Donc, c'est comme ça que le Covid-Débat est organisé. Il tient une réunion tous les mois, c'est-à-dire le samedi qui précède, le 2 jours de la réunion du CAPER, qui a lieu une fois par mois. On a une réunion à 14 h. L'ordre du jour de la réunion est pratiquement le même. Même samedi que celui du CAPER. Oui, oui. Dans l'après-midi, 14 h. Donc l'ordre du jour est pratiquement le même, à savoir, on fait d'abord la prière. On a la chance que Dieu est entré à Babo Antoupa Batak. On doit lui rendre hommage pour cela. Et par la suite, il y a la lecture du compte rendu, lecture et validation du compte rendu de la dernière réunion. Et le bureau exécutif rend compte à l'Assemblée des travaux ou des responsables, de l'exécution des responsabilités qu'on lui a données le mois précédent ou les mois précédents. Ensuite, on parle des nouvelles de communauté. C'est-à-dire principalement Batak qui est en tête, Babantou, Ouya-Lengwatak, Douala, Yaoundé, Kekem, la diaspora, c'est Bafoussam. Donc, on fait ça, les nouvelles, comment vit la communauté là-bas, est-ce qu'elle a des problèmes, est-ce que tout se passe bien. Et à la suite, on fait les finances. Pour les finances, nous sommes revenus l'année dernière pour dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer Batak. Tout à fait normal. C'est pas quelqu'un d'autre qui développe. Nous ne comptons que d'abord que sur nous-mêmes. Donc nous avons essayé de faire d'instruire des contributions obligatoires.
Ça a posé un peu de problème parce que les taux étaient variés par centre. Les taux variés par centre. Par exemple, une femme qui a Douala, qui bouffe le port de 2000 francs à chaque réunion de la famille, qui boit au moins une bière pour accompagner, vous voyez à peu près où ça se situe en termes d'argent, au moins 3000 francs, et qui cotise 500 francs. C'est-à-dire à la fin de l'année, elle cotise 2000 francs pour le développement de Batak. Je dis non, Batak se développe à partir de Batak, pas à partir d'ailleurs. C'est-à-dire ailleurs, nous sommes là-bas pour chercher les moyens pour venir développer le village. Et effectivement, quand le Covid a démarré, on a eu un problème stratégique. C'est que, travaillant donc pour les populations locales, il fallait qu'elles assistent à nos réunions. Elles-mêmes. Au niveau du Covid, les élites cotisent 5 000 francs par mois, 60 000 francs par an au titre de développement. Bon. On s'est rendu compte que nous demandions aux populations, aux résidents, hommes comme femmes, les hommes envoyaient un délégué, les femmes envoyaient un délégué pour assister aux réunions du Covid, pour qu'on réfléchisse sur la stratégie de développement du village et qu'on trouve le financement. Mais on s'est rendu compte que c'était devenu que quoi, vous allez là-bas pour manger, vous allez... Donc, nous avons réfléchi, on a décidé d'inclure les résidents dans le Covid, c'est-à-dire dans la dynamique. Donc, le Covid maintenant réunit et les hommes Batak résidents et les femmes Batak résidentes et même ceux qui n'appartiennent ni à aucune de ces associations-là. Donc, on se réunit tous les mois. Tout le monde. Tous les mois. On se réunit tous. Donc, le débat est là. Et la présidente n'est pas réservée à qui que ce soit. Elle dit aujourd'hui, ça peut être un gars du Covid, du cercle des élites qui cotise 5 000. Demain, ça peut être une maman ici ou un papa ici. Parce que notre souci, c'est de leur apprendre à s'organiser. Nous ne sommes pas éternels. Il faudrait qu'ils gagnent un peu de l'expérience que nous avons eue dans notre carrière ou dans notre vie en ville ou bien à l'étranger. Qu'on ramène ça ici pour que ça se passe ici. C'est ici que ça se passe. Comme dit un chanteur. Oui. Donc, ce problème a été résolu. Donc, maintenant, le Covid regroupe tout le monde, y compris les associations de Batak qui sont pas à Batak. C'est-à-dire les centres de Yaoundé, tous les centres, quoi. Ils sont hors du village Batak. Batak, oui. Douala, Yaoundé. Effectivement, ils devraient, c'est pas encore très pratique, envoyer des délégués à chaque réunion. Une résolution avait été prise dans ce sens, mais elle est difficilement applicable. Ils devraient envoyer des délégués à chaque réunion pour que ces délégués leur rapportent le fruit de la réunion. Et nous avons pour vendre Batak et vendre le Covid-Ba, nous avons créé un groupe WhatsApp. Donc, chaque fois qu'il y a un événement, on balance l'information sur le groupe WhatsApp. Il y a, comme dernièrement, il y a eu le documentaire que vous avez produit, on l'a balancé, et puis il y a eu l'arbre de Noël, l'école maternelle, c'est sûr. Donc, tous les Batak, même ceux qui sont à l'étranger, à la diaspora, on en a en Allemagne qui sont inscrits, on en a en France, on en a en Italie, on en a aux États-Unis, on en a au Canada, pour citer les principaux. Donc, eux cotisent chez eux et ils envoient leur contribution. À Batak lui-même. Oui. Nous avons un compte à la MIFID pour gérer ce genre d'opération. Donc, ça marche déjà. Comme je dis, le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à ce que chaque centre envoie un délégué officiel qui vient ici, qui écoute, qui discute et qui rapporte le fruit de discussion. Mais comme je l'ai dit, le groupe WhatsApp essaie de corriger un peu ça. De créer une autre forme de communication. Communication. Et également, on a un site internet, www.batak.
.org, qui a pratiquement l'âge du Covid-Bas et sur lequel nous essayons de mettre toutes les informations sur le village. À la portée du public. Ah, oui, du public d'abord, Batak, comme le site est naturellement public. Oui, bon. Nous avons un problème à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des rapports financiers, qui est un peu confidentiel. Oui. Donc, nous réfléchissons encore sur la formule qu'il y aurait à publier cela. Même maintenant, avec le groupe WhatsApp, on le fait. C'est-à-dire qu'on publie les rapports parce qu'on a une assemblée générale tous les ans, le dimanche qui suit le 3e samedi du mois de juin. Nous avons l'assemblée générale qui regroupe donc tous les délégués qui ont été envoyés par leur centre. Et ça se tient au foyer. Et c'est à cette occasion que nous partageons un repas traditionnel. C'est-à-dire que nos mamans, les mamans du village, ont la responsabilité de nous faire les mets traditionnels, rien que ça. Et chacun rentre avec un petit paquet qu'on appelle paquet minimum. Passons à parler tout à l'heure de l'organisation. Le problème qu'on a, c'est, comme je l'ai dit, au niveau des cotisations. Au niveau des cotisations, nous nous sommes rendus compte que les résidents payaient plus cher que ceux qui étaient en ville, ce qui n'est pas normal. Comme je l'ai dit, les femmes sont en ville, elles mangent au cochon de 2000, elles boivent 2 bières, ça fait plus de 3000, et elles cotisent 2000 francs toute l'année. Une aberration. Or, les femmes, ma maman ici, cotisaient à l'époque 5600 par an. Et en plus, elles ont la responsabilité de nettoyer le village. C'est-à-dire quand il y a des cérémonies, nettoyer le foyer, nettoyer tous les endroits publics avec les hommes. Le débat qu'on a eu la fois dernière, c'était que à ce rythme-là, bien sûr que c'est les résidents qui en profitent, mais payent trop cher par rapport à leurs enfants qui sont en ville. Donc nous avons pris une résolution que j'ai proposée, à savoir que on ouvre 2 cahiers, un cahier pour la réunion des hommes, un cahier pour la réunion des femmes. Quand ils programment un travail communautaire, ils mettent la date et la nature du travail qu'ils ont à faire. Et il y a une liste de tous ceux qui ont participé à ces travaux. Financièrement dit? Non, matériellement. Puisque l'apport physique, c'est matériel. Donc, on fait une liste de ceux qui ont été là. Et deuxièmement, on met le nombre de temps qu'ils ont mis sur le chantier pour éviter les gens qui viennent dire bonjour, bonjour, il était là, puis il part. Donc, on met le nombre de temps qu'il a mis sur le chantier et c'est à partir de ce mois, puisqu'on a pris la résolution il y a 2 mois, qu'on va essayer de voir combien a coûté cette main-d'œuvre. Oui. Et dans ce que ça a coûté, choisir la proportion qu'on mettra comme cotisation. C'est-à-dire, on quantifie ça et on met ça comme leur cotisation. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, on aurait peut-être payé quelqu'un pour qu'il aille nettoyer le village ou le foyer ou bien... Donc, c'est ce qu'on a décidé dernièrement. Et il faudrait que, comme on clôture l'année, le 31 décembre, qu'avant de clôturer le compte de 2022, qu'on sache quel a été l'apport de chacun des résidents. Apport physique, qu'on quantifie ça et qu'on crédite son compte d'un égal montant après avoir enlevé le forfait patriotique. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et nous avons trouvé que c'est plus juste. C'est plus juste. Donc, nous avons un autre événement également qui est le Nouvel An Batak. Oui. Qui est le dimanche qui suit le 3e samedi de janvier. Bon, et il se déroule chez moi. C'est moi qui en ai pris l'initiative, c'est moi qui assume. Et c'est toujours un événement de Covid-Bas? Dans les événements de Covid-Bas, en ce sens que c'est une occasion qu'on a de nous retrouver pour nous souhaiter
la bonne année à nous tous, entre nous. Et deuxièmement, pour remercier nos ancêtres de nous avoir protégés et conduits jusqu'à ce point et leur demander de nous donner la force d'aller de l'avant. Donc c'est un événement festif et, qui est présidé par le chef et qui coïncide donc avec la réunion du Covid-Débat de janvier. Très bien, puisque Covid-Débat ici ne se contente pas seulement de prendre ou bien de faire travailler les gens, il les remercie sur une autre manière, c'est-à-dire le faire manger et faire de telle sorte que tout le monde puisse se connaître entre, on peut dire entre elles-mêmes à travers une fête que vous avez vraiment dit, la fête, l'arbre Le Nouvel An. le Nouvel An, Le Nouvel An Batak, ouais. et qui est vraiment quelque chose de marqué chez Batak, et dans l'organigramme de Covid-Débat. Ça, c'est vraiment très bravo. Et papa, nous allons, avant d'entrer dans une seconde pensée, si ça serait peut-être une parenthèse, le Codeponto a souvent peine, sur ce qu'on dit généralement, c'est-à-dire à faire rassembler de l'argent. Mais au niveau de Batak, ça se passe si bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cet endroit? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne peux malheureusement pas vous donner les chiffres, mais beaucoup de projets qui ont été faits à Batak ont été financés en grande partie par nos partenaires, nos amis. L'école primaire que nous avons construite en 2004, qui a été inaugurée en 2000, on a commencé en 2005, on a fini en 2005, et nous a coûté 32 millions. Les Batak ont à peine 4 millions dedans. C'est-à-dire les natifs Batak ont à peine 4 millions. Parce qu'on dit chez nous que c'est le sou. Oui, le sou. Ouais, c'est le sou. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu distribues les billets d'aide, tu dis aux gens vraiment venez m'aider. Et on t'aide en fonction de ce que toi-même tu as fait quand ces problèmes sont arrivés chez d'autres. Donc pour l'école primaire, par exemple, c'était 4 millions sur 32. Nous avons des hommes de bonne volonté. À l'époque même, je peux citer, le président Gassa Mathieu nous a donné 1 million à lui seul pour l'école. Tout ce que nous faisons, c'est d'écrire dans le mur de ce bâtiment, comme vous avez vu, un tableau qui reprend tous les donateurs par ordre d'importance de la donation. Oui. Donc, si vous êtes à la queue, c'est que vous n'avez pas donné autant que celui qui est au sommet. Donc, c'est surtout ça, c'est que nous avons expliqué que humain ne peut pas attacher un paquet. Donc, celui qui ne peut pas apporter un apport financier, il a des choses qu'il peut apporter. L'école maternelle, vous avez vu un bâtiment qui s'appelle là-bas Ngati Emilienne. Oui. Je vous ai expliqué que cette maman-là, quand on considère l'école primaire, se débrouiller chaque jour à apporter quelque chose aux ouvriers à manger. Maïs bouilli, arachide bouilli, igname du village, tout ça. Elle avait toujours un petit panier qu'elle apportait presque chaque jour aux ouvriers pour les nourrir. On ne peut pas quantifier ça. Et c'est important. Tout comme pendant les 18 ans, 17 ans, 18 ans de procès, elle n'a jamais manqué une seule audience. Donc tous les premiers lundis du mois, on était à Bafang. Et c'était elle notre cantine. C'est-à-dire qu'elle venait toujours avec quelque chose qu'on grignotait en attendant qu'on nous cuisine dans le prétoire. Et c'était là pratiquement, comme je vous l'ai dit également, pour la même chose pour Mamie Chuture, meilleure Chuture Emilienne. Donc, nous essayons, ce n'a pas encore abouti, nous essayons de former les populations pour qu'elles sachent que la chose publique, c'est la chose publique et que chacun doit mettre sa main dessus, à son niveau. À son niveau. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de donner ce qu'il ne peut pas donner. Oui. Donc, c'est exactement comme ça que le Covid se bat pour avoir les moyens de financement. Et comme je l'ai dit, pour l'école, nous avions l'école maternelle. Notre apport personnel était de 28 millions. On avait trouvé
Puisque le budget de Covideba annuel tourne autour de 3,5 millions. Et c'est surtout quoi? Le problème, c'est que nous sommes handicapés dans notre effort de financement de nos projets par le fait que l'école, nous avons construit une école que nous avons affectée à l'école primaire. Et le comble, c'est que pas plus dernièrement, on se rend compte que le ministère des Domaines est venu appliquer dessus une plaque de propriété que l'école appartient à l'État. Nous avons dit, attendez là, on ne vous a jamais donné cette école. C'est le Covideba qui a conçu cette école sur un titre foncier qui est au nom du Covideba. Nous ne vous avons jamais fait une donation. Comment vous pouvez aller sur un titre foncier de quelqu'un, accrocher une plaque de manière unilatérale sur son bâtiment et dire que c'est un bâtiment du patrimoine de l'État? Nous avons été obligés de saisir le délégué régional de domaines et tout ça là par un recours gracieux préalable. Parce que nous avons dit que ça c'est du vol. Nous avons dit que c'est du vol. Ils attendent au moins qu'on leur donne l'autorisation. Parce que d'abord, les domaines ne nous ont pas facilité les opérations pour l'obtention du titre. On a le titre depuis à peine 3 ans. Pour un combat qui date de 17, depuis 2003. Wow. Ouais. Et le comble, c'est que pour avoir ce titre foncier, on a dû passer par une concession. C'est-à-dire un arrêté de mise en concession, un arrêté d'affectation définitive. Et tout ça, on a payé les droits fonciers. Et on a pratiquement acheté cette terre-là à l'État. Puis c'est du domaine de l'État, du domaine privé de l'État. Alors, pour dire vraiment, le Covideba traverse parfois des difficiles et des rares moments. Oui, parce que, comme je disais, sur le plan financier, on tire pratiquement le diable par la queue. On réussit, bon mois, mal mois, à assumer toutes nos charges. Parce que, comme je l'ai dit, si ça a été, je ne sais pas si ça n'a pas été une erreur, c'est de confier, de dire que c'était une école publique. Nous aurions pu la confier à une confession religieuse. On a même donné à l'État, on a même fonctionné parfois 2 ans sans directeur. L'État n'a affecté personne là. Mais pourtant, c'est public. Oui, c'est une école publique. Donc c'est après qu'on a eu un directeur tout seul. Nous avons actuellement combien 4 enseignants qui sont pris en charge par le Covideba. Et nous tenons à leur verser un salaire annuel. Sauf que le salaire des mois de vacances se touche à la rentrée, parce qu'on n'est pas sûr qui va revenir. Là, ça pose un peu une question, c'est celle de savoir combien d'enseignants d'État avons-nous à l'école publique de Batak? Actuellement, on en a, il y a le directeur et il y a 2 enseignants, 2 dames. Le comble, c'est que ces dames sont des dames mariées. Les maris n'habitent pas Batak. C'est un autre problème, c'est un des problèmes qu'on a. Et ces employés n'ont même pas de matricule. Donc, ils sont en cours de recrutement. Et on leur demande d'être là 5 jours par semaine. C'est pas les anges. Donc, le Covideba est obligé d'apporter un appui salarial à ces enseignants jusqu'à ce que leur situation soit régularisée par la fonction publique et les finances. Ça augmente nos charges. Ça augmente nos charges dans la mesure où on s'est rendu compte que plus de 60% de nos revenus sont affectés à la gestion des écoles. De 60%. On doit acheter on doit payer les salaires. Et heureusement qu'il y a des âmes de bonne volonté pour acheter le matériel scolaire, puisqu'on n'en reçoit pas. Le matériel didactique. Et pour comprendre ici, Covideba fait même le travail de l'État. Justement, c'est à ça que parfois qu'on se demande
si ça n'a pas été une erreur pour nous confier l'école à l'État. Ce qui fait que même le centre de santé que nous venons de réussir enfin à Tolé, la première pierre de ce centre de santé avait été déposée par M. Tonu Chouente, de regretter mémoire, qui était sous-préfet de Banja. C'est en 2005. Le 19 décembre 2005. Jusqu'aujourd'hui. C'est l'autre jour qu'on a réussi à Tolé. Parce que, comme je dis, 60% de nos moyens vont à la gestion de l'école, qui devait être un rôle de la puissance publique. Évidemment. Et la conséquence, c'est que beaucoup de nos membres se sont découragés parce qu'on a eu des désertions. On a eu des désertions. Ça ne devrait pas On a eu des désertions parce que les gens ne voyaient plus le projet avancer. On a des projets, on n'a que des projets. On manque les moyens pour financer ces projets-là. On n'a que des projets. Donc là, maintenant, on est en train de construire le centre de santé et une réflexion est menée sur le fait que, au lieu de confier ça à l'État, qu'on confie ça à une confession religieuse. Là, ça aura beaucoup plus de succès. Et si on va revenir un tout petit peu ici sur le Covid débat ici. Et cette fois-ci pour parler, parce on s'est rendu compte que l'autre succès du Covid débat, ce sont les partenaires. Alors, papa, qui sont les partenaires de Covid débat? Sont-elles ponctuelles ou structurelles? Structurel, il n'y en a pas, puisque le partenariat est limité dans le temps. Le partenariat, soit c'est pour un projet, soit c'est pour une durée, une opération et une durée. Nos partenaires permanents, ce sont nos amis. Ce sont nos amis. C'est-à-dire que nous expliquons le problème à des amis qui disent, bon, on va vous aider comme on peut. Et parmi ces amis-là, de ce type-là, il y a une association que mes fils adoptifs ont créée, qui s'appelle AEST, Association des enfants et sympathisants Tchapa. Donc le rôle est principalement d'appuyer les actions de leur père adoptif. Donc, même demain, avec l'arbre de Noël, il y a leur passage qui n'est pas négligeable. Et c'est également à eux, à certaines élites surtout, qu'on confie des dossiers délicats. C'est-à-dire que s'il y a un dossier qui existe, qui concerne une activité particulière, on fouille parmi nous qui connaît qui. Vous savez comment le pays marche. Le relationnel fait jouer le relationnel. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc, pour les partenaires structurels, nous avons eu la chance, comme je l'ai dit tantôt, d'aller en Italie et de rencontrer l'ONG MSP. Et l'ONG MSP, c'est une ONG italienne. Parce qu'en Italie, et aussi je crois en Allemagne, l'État est obligé de donner une partie de l'impôt collecté aux confessions religieuses qui confient cet argent à des ONG pour faire le développement dans les pays en voie de développement, comme on le dit. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons bénéficié de l'appui de l'ONG pour l'adduction d'eau. Je dois dire que pas de moyens personnels, j'avais déjà pu faire un captage au niveau de la montagne, oui, qui est en bas de l'antenne, et ça a été amélioré par une intervention du ministre Tomdio quand il était ministre de l'eau et de l'énergie pour améliorer la qualité de l'eau et tout ça. Et améliorer même l'autre captage qui est le deuxième captage, parce que nous avons deux captages ici. On a deux captages d'eau. On a un captage qui est placé à 1450 mètres. Donc, ce captage-là dessert la partie du village qui a moins de 1500 mètres. Donc, exactement 1400 mètres.
Parce que l'eau era en montagne. Très, Il ne faut très pas vrai. faire le gaspillage. Oui, oui. Donc, le deuxième captage ravitaille plutôt ceux qui sont au-dessus de 1400 mètres. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'eau par le premier captage. Captage. Mathématiquement fait, très, Oui. très stratégique. Donc, même ce captage, nous l'avions fait à l'époque et l'appui du ministre est venu pour, sous forme d'un projet du BIP pour améliorer la quantité et la qualité. Mais jusqu'à présent, nous avons des problèmes d'eau parce que la population a augmenté, terriblement augmenté. L'habitat s'est amélioré. Batak est en voie de construction. Et tout ça, c'est grâce au dynamisme de notre jeune chef qui est au trône depuis 8 ans maintenant. Il nous a amenés à nous réconcilier avec nous-mêmes et à prendre à cœur le développement de Batak. Donc, c'est au niveau de partenariat, comme vous l'avez indiqué, l'ONG, le MSP nous a aidés pour prolonger d'abord l'adduction d'eau d'ici, d'en bas là-bas. J'ai pu aller jusqu'à 300 mètres de ma maison là, pour prolonger de là-bas, arriver à Ndepou. Et en bas, avec la construction d'un château d'eau ici à Ndepou. Un château de nuit. Le principe étant que le château se remplirait la nuit et l'eau serait utilisée le lendemain, le jour, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Par la suite, ça c'était avec les œuvres de Saint-Antoine de Padoue. Puis la même ONG nous a appuyé pour amener cette eau-là de Ndepou à Baloum Plateau, en desservant également Banoula. En desservant Banoula. Parce que sur cette partie du circuit, on a 40 bornes fontaines. Sur la partie Batak, on a 40 bornes fontaines. Et sur l'autre partie, on a 40. Et on dessert Ndepou, Mbak, Fopture, Ngwopi, Bandoumla et Baloum. Donc on a 6 villages qu'on accompagne. Sur cet axe-ci, puisqu'il y a 2 axes ici, on dessert également jusqu'à Tchomem. Jusqu'au Carrefour, pratiquement. On a une bonne fontaine là-bas. Donc, c'est ça les partenaires, comme je dis, de base. Ce morceau-là a été fait avec l'église protestante vaudoise, qui est revenu ici. Donc, pour le troisième projet, c'était la construction de l'école maternelle. La construction de l'école maternelle. Et là, ça n'a pas été facile parce que tous les ONG que nous avons touchés, qui sont en Europe, disent que les fonds PPTE, qui proviennent de la remise des dettes, est affecté au gouvernement pour soutenir la santé et l'éducation principalement. Donc, c'est l'État, à travers le fonds PPTE, qui doit faire ces opérations. Oh, nous, on n'a jamais vu ça. Du moins, j'ai vu une seule plaque au collège évangile de Konsamba, à l'entrée de la ville de Barosomtou, là-bas où il y a un bâtiment qui a été construit par le fonds PPTE. Je n'ai plus revu ça nulle part ailleurs. L'école maternelle de Batak, le dossier est même passé parce que ces ONG mettent en avant la femme et l'enfant. Et nous l'avons démontré que c'est la femme qui tient l'économie, qui tient la société bamileke. Donc, quand la femme accouche, elle est invalide sur le plan des travaux champêtres et tout, même les marchés. Donc, nous l'avons expliqué que non, nous avons intérêt à la libérer au bout d'1 an, c'est-à-dire quand l'enfant commence à marcher. Donc, notre école maternelle en même temps, comme une crèche également, pour récupérer les enfants et libérer la femme pour qu'elle aille s'occuper des travaux champêtres, des travaux commerciaux et ainsi de suite. Donc, ce sont les partenaires institutionnels, du moins.
structurelle que nous avons, institutionnelle que nous avons, il n'y a que cette ONG-là qui nous a appuyé plusieurs fois. Comme j'ai dit dans les autres cas, c'est les relations, c'est l'AEST, l'Association des enfants et sympathisants Tchapa. Effectivement, en même temps, vous avez donné globalement les différents projets réalisés par Covideba, en passant par l'adduction d'eau, la construction de l'école primaire, la construction de l'école maternelle moderne et la case de santé. Et vous avez parlé bien d'autres. Y a-t-il encore d'autres projets ou bien combien de projets Covideba peut réaliser en une année? Je vous ai dit tantôt que la personne qui apporte un projet doit en chercher le financement. Oui. La principale partie du financement. C'est pour éviter les projets qui n'aboutissent pas. Nous ne pouvons pas vous dire qu'on peut réaliser tant de projets par an. Je vous ai parlé du centre de santé. Depuis 2015, on construit. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. On est encore aux grosses œuvres. On est encore aux grosses œuvres. Vous avez cité les projets qu'on a pu réaliser. Vous avez cité les projets qu'on a pu réaliser. Il y a la place publique du 10 décembre 2004 qui marque le réveil du petit peuple de Batak. C'était le 18 décembre 2004. On se réveillait pour dire non à l'obscurantisme et tout ça. On a dit bon, mon bout le tronçon bincha. Oui. Tu ne peux pas abandonner ta tête au pot. Ils en feront un festin. Effectivement. Oui. Donc, nous avons un catalogue de projets. On a un catalogue de projets. Et nous nous battons comme nous pouvons pour en trouver les financements. Déjà, il faut terminer le centre de santé. Nous avons réussi à terminer à peu près l'école primaire, l'école maternelle, l'adduction d'eau. On se bat pour la faire fonctionner le plus longtemps possible et que pour rendre l'eau disponible aux populations. Pour la petite histoire, les femmes qui sont dans les métropoles là, qui viennent ici pour des funérailles, pour aider les plus, la réunion décide d'affecter à chaque personne un certain nombre de femmes pour venir l'aider à faire la cuisine et tout. Oui. Il nous a été rapporté qu'elles bagarrent pour que leur tour tombe quand elles viennent à Batak. Parce que elles disent que à Batak, on ne descend pas pour puiser l'eau. L'eau vient d'en haut. Donc il n'y a pas de problème d'eau ici pour faire la cuisine, quel que soit le cas. Donc, on a le véritable problème que nous avons comme projet, c'est les routes. Et principalement, pour nous relier au centre, au camp. Parce que pour aller au camp, je parcours 9 km. Pas pour arriver au centre du camp. Pour arriver chez Dr Noubi, c'est là. Tu dois passer par Batoula. Évidemment. Remonter Picha avant d'arriver là-bas. Ça me fait un détour de 9 km. Ça signifie que si je tire ici, là, si je pars d'ici à ma voiture et quelqu'un part à pied, j'y arriverai ici à Chua, au carrefour Chua, quand tu auras fini de manger. C'est possible. Oui. Quand tu auras fini de manger. D'ici le carrefour Chua, ça fait 2 km et demi. 2 km et demi. Nous avons réfléchi sur comment faire une route pour nous relier au centre Babouantou. Nous avions cru que c'était une affaire qu'avec 2-3 millions, on pouvait creuser une route. Mais on s'est rapproché des services techniques, notamment de la délégation provinciale, régionale des routes de l'Ouest à Bafoussam. Le délégué régional a eu l'amabilité de nous envoyer une équipe pour voir la faisabilité et quantifier. Le devis qui est sorti
nous a fait fraude, c'est 85 millions. Parce qu'il faut au moins 6 passages de bus pour éviter que la route ne soit un chemin de torrent. Hmm. Ça donne vraiment froid d'eau. Ouais. Est-ce que cette route est classée parmi les, je vais dire, les projets que Covideba pourrait réaliser dans les 5 années à venir? Disons que, il faut qu'on trouve à 85 millions pour faire une route viable. Nous ne l'atteindrons jamais. Nous n'atteindrons jamais. Comme je l'ai dit, notre budget, c'est 3 millions. Actuellement, c'est 3 millions et demi par an. Quand tu divises 85 millions par 3 millions, tu vois là où ça te situe. Ouais, Donc, nous pensions monter des dossiers. Ouais, comme on dit, il faut monter les dossiers pour transmettre à la commune. Pour ce genre. Mais à ce niveau, c'est la compétence du Côte de Pointou. Parce que c'est une route qui relie le centre Batarndepou et tout ça au centre. Et ça passe par beaucoup de villages. Ça passe par terre. Ouais. Et Mengue. Le bout de Mengue là-bas. Non, ça n'arrive pas à Mengue. Oui. Donc, c'est pour dire que le projet que nous avons, on a toujours eu le projet d'améliorer le marché du tunnel de la Fontaine Chapa au tunnel. Oui. C'est-à-dire de le rendre autant que possible permanent. C'est-à-dire si au lieu de... Parce qu'actuellement, le marché a lieu vendredi, samedi et dimanche uniquement. 3 jours. 3 jours dans la semaine. Il y a 4 jours qui ne sont pas utilisés. Pourtant, il y a les consommateurs de deux bouts. Oui. Et c'est pas les choses à vendre qui manqueraient lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il y a des gens qui ont des plantations là en 20 copes. Parce qu'il faut faire un tour là-bas samedi matin. J'ai rencontré là-bas un gars qui est justement venu porter la banane cochon. Oh. Il a rempli un quart. Jean Hiassa de banane cochon. Sorti là-bas. Donc ça signifie que si les acheteurs sont convaincus que lundi, mardi, mercredi et jeudi, ils peuvent passer par là-bas et acheter leurs produits pour aller vendre dans les grands centres. Ils seront là. Ils seront là. Ils seront là. Et nous avons dit aux gens que c'est un point d'organisation également. C'est-à-dire que nous y avons construit là-bas suite aux nombreux vols. Parce que quand les mamans, c'est loin, hein, c'est 2 km à partir, 2 km et demi à partir du foyer là, pour arriver à l'axe de l'eau. Nos mamans ne pouvaient pas ramener ce qu'elles n'avaient pas pu vendre. Donc, dans un premier temps, cacher ça dans les caniveaux et tout ça dans la brousse. Mais les motomanes, les taximens savaient qu'on cachait dans les brousses et venaient faire le ramassage après leur départ. C'est pour ça que nous avons dû construire un conteneur. Un conteneur, oui, pratiquement. Oui, où, quand les objets invendus sont gardés en sécurité, on ne vole plus. Et donc, si ce marché était permanent, nous expliquerions aux usagers de ce marché que c'est très simple. Organisez-vous. Organisez-vous que la permanence du lundi soit assurée par M. Chapa, par exemple. Tout à fait. Celle de mardi par M. Kameni. Et ainsi de suite, pour qu'on couvre les 4 jours non ouvrés. Ouais. Et que de cette façon-là, les gens soient convaincus que non. Tu trouveras là-bas tout le temps. Le miel à acheter, le plantain, les bananes douces, bananes cochons et tout. C'est un point d'organisation, c'est ce que d'autres font dans le haut plateau ici. C'est-à-dire, tu laisses ta marchandise, même dans le Mongo. Tu laisses ta marchandise, tu vas au champ, quelqu'un reste, il vend. Et après, vous faites le compte. Les comptes ensemble. Oui, tu lui donnes le prix minimum.
S'il peut spéculer et vendre plus, c'est tant mieux pour Ça lui. serait sa chance. Ouais. On va dire comme ça. Alors, Donc, pour le projet là, comme je dis, vous avez demandé le projet pour les 5 prochaines années. oui. On a d'abord le centre de santé qu'il faut faire évoluer. C'est un caillou dans notre chaussure. On a également, comme j'ai dit là, la route qui nous relie Au centre Babontou. au centre Babontou, directement par la voie directe ici. Et on a également, comme j'ai dit, l'aménagement du marché de la Fontaine Chapa. C'est-à-dire, à ce niveau, nous voudrions que le marché soit moderne. C'est-à-dire avec des toilettes publiques, une laverie auto-moto, avec tout ce qu'il faut, oui. Le soir, il y a un boucher qui vend la viande. Et puis, des gens qui braiseraient même le poisson. Pourquoi pas? Comme à Babou. Oui. Parce qu'actuellement, on est en train de faire l'aquaculture. C'est un projet qui est initié par un de nos frères qui est en Allemagne, qui a créé une ONG Perspective Cameroun. Ngacho Tomdio Lazare. Les cours ont commencé en octobre, là, ça finit en février. Moi, je suis élève là-bas. Donc, on apprend à élever les poissons. Il n'est pas exclu qu'on ait même une poissonnerie là-bas, dans le cadre de cette dynamique. Oui. Oui. Comme plutôt on vend du poisson frais là-bas. Du bon poisson vivant là-bas. Donc, et on voudrait que, à ce moment-là, que le marché quitte la route. Parce que là où il est situé, c'est dangereux. Oui. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a des virages tellement violents que les voitures sont obligées d'aller doucement. Sinon, on aurait déjà eu des catastrophes là-bas. Donc, nous voulons que le marché quitte la route et soit sur le bas-côté. De manière à ce que si quelqu'un veut s'arrêter pour faire le marché, même pour aller aux toilettes, parce qu'on va y mettre des toilettes publiques avec colonne de douche. Oui, nous sommes conscients du fait que de deux bouts, surtout de ce bout, de l'autre côté du nez et tout ça, en saison sèche, les gens rentrent poussiéreux et tout ça, c'est-à-dire couverts de poussière et tout. Nous voulons leur offrir un endroit où ils peuvent s'arrêter, se laver et se revêtir avant d'arriver. Oui, avant de continuer. Comme ça, c'est à l'habit de policier, à l'arrivée de doigt là où des parce qu'il te voit avec la poussière, dit que tu as vendu le café ou le cacao, qu'il faut que il prélève sa part. Effectivement. Alors, pas Covid-débat et jeunesse, c'est quoi? Covid-débat jeunesse, j'en discutais encore tout à l'heure là avec deux de mes fils qui sont venus. Il y a une association qui s'est créée même, mais ils ne sont pas encore présentés officiellement. Qui s'appelle G80, Génération 80. Parce que nous avons un problème. Nous avons un problème, c'est que beaucoup de nos parents viennent ici au village seuls. Ils ne se font pas accompagner par un enfant. On a la chance d'avoir ici une association des élèves et étudiants Bata qui organise un congrès tous les 2 ans et qui fait des travaux d'investissement humain dont les traces sont visibles pour les générations antérieures. Mais on se rend compte que c'est les mêmes qui viennent et qui sont nombreux la veille. Puis tu prépares le bal du samedi qui de clôture. Oui, de la fin d'année, de la fin du... Et nous avons constaté que ces associations-là ont des subdivisions régionales, disons, même départementales. C'est-à-dire que Douala a un centre et tout ça. Mais nous avons constaté que les réunions là-bas ne sont pas suivies. Les parents se plaignent que nous nous plaignons que l'association dit que les parents n'envoient pas les enfants. Quand on interroge les parents disent mais comment quand tu sautes par la fenêtre pour aller en boîte, est-ce qu'ils nous demandent? Et ce qui est très vrai. Ce qui est très vrai. Donc cette association-là marche Caïn, et il est question que nous interpellons les jeunes pour qu'ils s'organisent mieux. Parce que je leur ai démontré que en épargnant 50 francs par semaine pour le Covid-débat, ça fait un sac de ciment par an.
Le sac de ciment est toujours utile. Pour les partenaires, tout à l'heure, j'ai oublié un partenaire occasionnel qui est la génération 70. Ah oui, génération 70, oui. Génération 70, qui a déjà eu à nous appuyer vraiment volontairement. D'abord, en réglant, en mettant, nous dotant de 5 ampoules d'éclairage public. Oh, bravo. Oui. Et deuxièmement, on a reçu un don d'une tonne de ciment qu'ils ont donné pour le centre de santé, que nous avons apprécié à sa juste valeur. Et nous avons tenu à ce que Sa Majesté Ngolion Cap leur écrive une lettre à chaque fois. À chacune des fois, une lettre de remerciement. Tout comme nos ONG là. Et également pour l'appui, comme on parlait encore d'appui là, on a une jeune ONG là, avec laquelle nous avons signé récemment en septembre, le 22 septembre, un partenariat, un accord de partenariat. Oui. C'est une ONG qui a été créée par un grand reporter photographe qui est venu ici volontairement en avril, quand MSP venait pour le contrôle de travaux réalisés techniques et tout. Et ce monsieur a travaillé longtemps pour les magazines de mode et tout ça. Et s'est rendu compte, il s'appelle Dan Roméo, et s'est rendu compte à un moment que ce n'était pas son milieu. Donc il se consacre maintenant aux déshérités. Il a créé une ONG, il nous a saisi pour dire que il était ici, on a passé une semaine ensemble. Pour dire que son ONG est prêt à sponsoriser 2 enfants pour l'année scolaire, pour 2 ans. Wow. 2 enfants pour 2 ans. Bon, nous l'avons expliqué qu'il nous mettait dans une situation très difficile. Sélectionner 2 enfants parmi dans une école primaire, une école très compliqué. C'était compliqué. Donc, ils ont dit, bon, ils peuvent aller à 4. J'ai dit encore de mieux en mieux. On va tirer au fort. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que ils ont parlé des enfants nécessités et des déshérités. Nous avons recensé 4 orphelins dans nos écoles, 4 orphelins. Surtout, c'est les mères, eux qui ont perdu leur mère ou leur père. Donc, ça fait 4. Mais à côté, nous avons également recensé 2 malades. Il y a un, Herman, qui a aussi E2 et qui a mal aux yeux depuis sa naissance. Il a pratiquement ruiné ses parents. Par son problème de mal des yeux. Par ce problème de mal, même jusqu'à avant-hier encore, sa mère était à Douala en consultation avec lui. Et c'est une opération, on a dit qu'il faudrait opérer son œil. Et la première proforma qui a été faite est à 700 000. Somme qui est difficile à rassembler. Donc, on a 2 malades. La deuxième, c'est une fille, elle a la cils, Megan. Elle serait autiste. On est encore en train de faire les analyses, oui. Donc, on est en train de bagarrer là pour voir si pas l'entremettre, puisque à la fin, Give a Drop est passé de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 7. De 6 à 7, nous avons 7 élèves qui dépendent d'eux, pour lesquels ils prennent en charge les frais courants et pour lesquels il y a même une provision pour les cas de maladie. Puisqu'on a trouvé des parrains, des Italiens, sont toutes des dames d'ailleurs, sont tous des dames en Italie qui ont accepté de donner un peu l'argent, comme on dit, give a drop, pour que l'association puisse continuer à vivre et soutenir, oui. ses enfants. J'ai même eu l'instruction là que la marraine d'une de mes filles là, oui, Ange-Marie, lui a envoyé 20 € pour acheter son jouet de Noël, de Nouvel An. Ouais. Et également, on a la chance qu'il y a une de nos parents qui est réfugiée interne, qui verra son opération prise en charge par Give a Drop. Oui, qui intervient de temps en temps d'abord. D'ailleurs, quand ces factures médicales
explose. Il apporte un appui financier sur ce domaine-là. C'est un grand gain. L'accord est conclu pour 2 ans avec Give a Drop et c'est stipulé que ce n'est pas sûr que ce sera renouvelé. Ou que même si c'est renouvelé, c'est ça avec les mêmes enfants. Mêmes enfants, effectivement. Oui. Il doit avoir le changement. Donc nous avons attiré l'attention des parents sur le fait qu'ils devaient accepter de jouer le jeu pour que la coopération non seulement ne s'arrête pas, mais puisse s'étendre à d'autres enfants. À d'autres. Parce que ces gens-là, il a déjà expliqué, quand ils envoient leur argent, ils veulent une traçabilité. Oui. Ils veulent savoir si l'argent est arrivé au destinataire. Et dans ce cas-ci même, le directeur s'est engagé à produire les rapports scolaires. C'est-à-dire en janvier, là, je dois adresser 2 rapports. Un rapport financier. Chacun des enfants a son compte. Donc, je leur ai expliqué que le compte doit fonctionner comme un accordéon. C'est-à-dire à un moment que s'il n'y a aucun problème, oui, effectivement, il faut le tenir. On le tient. Ouais. Mais s'il y a des problèmes, on l'ouvre. Par exemple, pour le cas de mes 2 enfants qui sont malades, là, on ne peut pas gérer ça comme pour celui qui est en bonne santé. Oui. Sans compter que même celui qui est en bonne santé, à partir du moment où il est sous parrainage, s'il est malade, c'est d'abord le Covid-19 qui va s'en charger. Qui va s'en charger. C'est le Covid-19 qui s'en charge en utilisant non pas l'argent du Covid-19, mais l'argent que Give a Drop a mis à disposition du Covid-19 pour gérer cette situation-là. Évidemment, papa, nous avons pratiquement découvert toutes les questions liées à Covid-19. Nous avons connu l'organigramme du Covid-19, les partenaires du Covid-19, les difficultés du Covid-19, les organisations, je vais dire des projets faits par Covid-19 et bien d'autres. Vous avez relevé même beaucoup plus des ONG telles que Give a Drop qui est en train de faire pratiquement les merveilles dans le village Batak. Nous sommes à la veille de l'année 2023. Attends, soit dit en passant, l'école de Batak est fréquentée pas seulement par les Batak. Oh. Parce que parmi les interventions de Give a Drop, j'ai parlé de 7 interventions. Oui. Il y a 2 fillettes, non, il y a une fille et un garçonnet qui sont d'inter. Oh. Et il y a le jeune Hakim, qui est un réfugié interne, qui est à la maternelle. Donc, ce n'est pas seulement pour Batak. C'est pas seulement pour Batak. C'est pour ceux qui fréquentent à l'école de Batak. aux écoles de Batak. Ouais. Une fois de plus, Batak étant ses ailes, puisque Batak étant ses ailes avec de l'eau qui desservent pratiquement 8 quartiers dans le village Babouantou, y compris Bandoumla à côté. Et en plus, avec Give a Drop, Batak est encore en train de tendre ses ailes dans d'autres villages Babouantou, y compris même avec les réfugiés dont vous avez parlé. Et pour l'eau, je dois dire que sur les 80 bornes fontaines, il n'y a que les 40 qui sont installées à Batak. Et celles envoisinantes, peut-être 5, qui fonctionnent régulièrement. Parce que j'ai d'abord commencé à entretenir ces bornes fontaines-là sur fonds propres. Parce que mon problème, c'était quoi? Je me suis rendu compte quand on a créé cette école qu'elle est à 80% faite d'enfants naturels, nés hors mariage. Dans le Mungo et dans le littoral, pour la plupart. Donc, c'est ces enfants qui sont nés d'une aventure entre un jeune homme et une jeune fille. Et on a attendu que le jeune homme vienne parler, il n'est pas venu. On arrache l'enfant, on envoie à la grand-mère ou à la tante au village. 2 situations possibles. La tante ou la grand-mère sait que c'est que l'école et tient à ce que son enfant y aille régulièrement. Nous avons une chance que l'école primaire est obligatoire au Cameroun. Même comme on dit qu'elle est gratuite, entre guillemets, elle est obligatoire. Et la maman ne peut pas empêcher l'enfant d'aller à l'école. Mais toutes les autres activités périscolaires, il y a des chances que l'enfant n'assiste pas. Parce que la maman est chez elle, elle nourrit un enfant, qui est son enfant, certes, mais dont le père ne participe en rien. Donc, elle se dit que non, on lui a envoyé une aide
pour aller au champ, pour puiser l'eau, pour chercher le bois. Elle est obligée de lâcher l'enfant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais elle tient à récupérer samedi et dimanche pour, pour le main d'œuvre en quelque sorte. oui, pour l'aider, Ouais. surtout à puiser l'eau. Donc, en amenant l'eau aux populations, un problème est résolu. Oui, la maman peut prendre le seau pour aller puiser l'eau à côté. Elle-même, oui, hein? Et laisser l'enfant libre. Puis, c'est pratiquement à Batak, beaucoup de concessions ont de l'eau courante. La plupart de nos concessions disposent d'eau courante désormais devant la maison. Ceux qui n'ont pas ont une bonne fontaine pas loin à de côté, la maison. Oui, pour aller puiser. Donc le problème d'eau est résolu et il manque le problème du bois et aider au champ. Je le dis parce que quand nous avons ouvert cette école, j'ai ouvert un centre informatique ici chez moi. Et ça concernait d'abord toute l'école, depuis la CID. Eux venaient ici, faisaient les cours. Et après, je me suis limité au cours moyen 1 et cours moyen 2. Je faisais venir un professeur de droit là. Il venait tous les week-ends. Le gars a failli, il m'a dit que je gaspillais mon argent. Parce que sur les 15 élèves qui l'attendaient, parfois il avait 4 ou 5. Parce que les mamans avaient dit que non, il faut que l'enfant les aide. Et ça répond donc à ce que j'ai dit tout à l'heure, que la grand-mère trouve qu'on lui a donné une aide. Il faut bien que, même comme il se saigne pour nourrir cet enfant, que l'enfant au moins contribue à quelque chose dans la maison, en allant l'aider au champ les samedis et dimanches, en cherchant du bois. Là, ça cause encore d'autres problèmes liés à la difficulté d'autres difficultés pour Covid-Débat que forcément chercheront des moyens plus tard pour résoudre. Alors, nous allons simplement cette fois-ci demander, nous sommes à la veille de l'année 2023 et également à la veille de Noël 2023. Quels seront les souhaits du Covid-Débat? Vous, pratiquement, qui est le président de Covid-Débat pour le village Petit Peuple Batak? Le souhait, dis-moi, je m'adresse à titre personnel, là, puisque je ne peux pas exprimer le souhait de la communauté en dehors d'une assemblée générale. Mon souhait, pas de l'inquiétude que nous avons. J'ai dit tantôt que des parents viennent sans être accompagnés de leurs enfants. Au moment où je vous parle, on est en train d'enterrer à Batak un parent que nous ne connaissons pas, qui était à Douala. Nous connaissons par contre les enfants dont nous voyons le dynamisme dans l'association des élèves et étudiants. C'est inquiétant. Parce que souvent, nous sommes là pour recevoir les cadavres. Il y a des familles qui ont transformé Batak en cimetière géant. C'est-à-dire, tu le vois ici juste quand il y a encore enterré. Et c'est surtout du côté de nos frères qui ont trouvé refuge plutôt au Cameroun anglophone. Donc, notre souhait, c'est que les parents viennent au village avec leurs enfants, qu'ils soient accompagnés de leurs enfants, pour que les enfants connaissent d'où ils sortent et connaissent quelles sont les réalités de ce coin-là. Nous n'avons un monopole de l'intelligence. L'autre souhait, c'est que on fasse un recensement de la population Batak. Quand il y a un grand deuil ici, Batak est plein de gens Batak. Puis après, tu ne vois plus personne. On attend l'autre grand deuil. Comme les grands deuils, ce n'est pas tous les ans. C'est comme ça qu'il y a des concessions qui sont abandonnées dans la forêt. Nous avons la chance qu'avec le dynamisme de Sa Majesté Nguyen, certains jeunes sont remontés. Puisque les jeunes sont basés au camp. Il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, il y a le poisson braisé, il y a le rat. Ce qu'il n'y a pas ici. Donc certains sont montés, ils sont en train de monter. Et l'avantage, c'est qu'ils construisent leur maison pour y loger leurs
leur famille. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les appuyer dans cet effort-là. Si on avait les moyens, on les aiderait au moins à contribuer à l'achat des tôles pour leur maison. Maison, oui, effectivement, toller la maison. Toller la maison. Donc, ça, c'est l'autre volet, c'est-à-dire qu'on fasse le recensement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui se cachent, comme celui qu'on est en train d'enterrer là. Oui, oui. Et il y a des parents qui cachent leur enfant. C'est quand l'enfant a un diplôme et qu'il est en chômage que tu le reçois, il dit qu'il est venu te saluer et qu'il te dit que, en fait, il est venu parce que il a un enfant qui a été en formation, il a appris que tu pratiques dans ce domaine-là et que est-ce que tu peux le prendre pour qu'il vienne même balayer le sol. C'est l'expression qu'on utilise souvent. Et c'est un problème parce que plus on est nombreux, plus on peut cotiser, plus on peut même réfléchir et plus on peut attraper des projets qu'on peut faire aboutir. Évidemment. Ça montre ici beaucoup de choses que le village Batak a et aura fait pour les années à venir. Les soins étant dit, nous vous disons pas merci beaucoup de nous avoir prêté attention pour répondre aux différentes questions vis-à-vis du Covid débat et du village Batak auquel nous souhaitons que vraiment que c'est le dynamisme du Covid débat continue dans le bon sens et que demain tout marche très bien, que des réalisations plus fortes dans le village Batak continuent dans le même sens. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter très bien le président de Covid débat, en fait, comme on dit, de manière très intelligente à toute cette question. Si vous avez encore d'autres questions de plus, vous pouvez en poser en commentaire. Merci. Une réalisation de D-Production.